Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour un nouveau podcast proposé par Millipol. Ces rendez-vous hebdomadaires vous permettent d'écouter des experts qui partagent avec vous leur point de vue, leurs questions, mais aussi leur vision du futur. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui M. Guillaume Fard, maître de conférence, conseiller scientifique de la spécialité sécurité-défense de l'École d'affaires publiques de Sciences Po, avec qui nous allons aborder aujourd'hui le sujet du continuum de sécurité nationale. La crise du Covid, un accélérateur ou un révélateur des difficultés encore présentes. Bonjour Monsieur Fard et merci. Nous allons commencer avec la première question. Quelles sont selon vous les principales difficultés rencontrées par les acteurs privés lors de cette crise ? Bonjour Anne, tout d'abord. Les difficultés, je crois qu'il y en a plusieurs. Peut-être la première, par ordre d'apparition, c'est que les acteurs privés, durant cette crise du Covid-19, ont d'abord eu à gérer la crise pour eux-mêmes, avant d'imaginer pouvoir la gérer pour d'autres. La gérer pour eux-mêmes parce que les acteurs privés, mais comme les acteurs publics, n'ont pas échappé à l'effet de sidération qui est provoquée par cette crise. C'est quand même une crise qui s'est déclenchée soudainement avec des répercussions assez graves. Que, comme toutes les organisations, ils ont dû mettre en œuvre leur plan de continuité d'activité pour être à ce moment-là en ordre, déjà pour eux-mêmes, avant de penser pouvoir aider d'autres. Et ils ont dû, bien évidemment, mais comme toutes les autres organisations, se réorganiser, se réarticuler pour ensuite venir en aide à leurs clients et pouvoir leur prêter assistance dans ces circonstances particulières. Donc la première difficulté, c'est probablement celle-là, c'est une difficulté de nature organisationnelle, disons. La deuxième difficulté, pour moi, et là on va rentrer dans la question du rapport public-privé à proprement parler, c'est que les acteurs privés ont été confrontés à une absence de directives et de consignes claires de la part des autorités de l'État. L'État n'a pas bien su leur dire quoi faire. Alors, non pas qu'ils attendaient forcément des instructions très précises ou qu'ils n'étaient pas en mesure d'agir par eux-mêmes, mais plutôt que dans un contexte où l'État parlait à tous les acteurs de ce fameux continuum de sécurité nationale, c'est-à-dire aux gendarmes, aux policiers nationaux, dans une certaine mesure, et encore pas tout à fait complète, aux policiers municipaux, les entreprises de sécurité privée, en ce qu'elles sont aussi des actrices du continuum de sécurité nationale, auraient été en droit que l'État, d'attendre de l'État des consignes particulières. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'État les a traités comme, au fond, un acteur comme les autres, un acteur privé comme les autres, sans distinction liée à la nature particulière de leur activité, qui est pourtant une activité pleinement intégrée dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Deuxième difficulté, je pense, c'est l'absence de directives claires. La troisième, c'est que quand des directives ou des consignes ont pu leur parvenir à ces entreprises privées, elles étaient parfois contradictoires ou alors intenables. Contradictoires parce qu'elles ont pu être changeantes. Je prends un exemple. Dans le cadre de la réouverture de certains centres commerciaux, parfois, l'État a pu laisser entendre que ces centres allaient réouvrir, ce qui a demandé des efforts d'organisation et de préparation aux entreprises de sécurité privée. Et puis, au dernier moment, pour une raison X ou Y, parfois parfaitement valable, eh bien, ne permettait pas la réouverture. Bon, et ça, ces contradictions-là, bien évidemment, elles sont source de difficultés. Ou alors, directive, je disais, intenable, dans la mesure où l'État a pu fixer un objectif, mais ne pas nécessairement donner les moyens. Si l'État vous dit il va falloir sécuriser tel site sensible ou tel établissement recevant public, mais ne vous permet pas d'accéder facilement à du matériel sanitaire comme des masques, du gel hydroalcoolique, etc., dans une période de pénurie, bon, ça revient à vous confronter à des consignes qui sont difficilement tenables. Et enfin, et ce sera pour moi la dernière des difficultés que je relève, c'est la difficulté liée au défaut de coordination. Les logiques de silo ont beaucoup prévalu pendant cette crise. Chacun l'a géré un peu à son niveau et je crois qu'on était assez loin, au fond, de ce qu'on pourrait être en droit d'appeler un continuum. Alors justement, où en est-on réellement de la coopération publique-privée ? Et selon vous, est-ce que les enseignements tirés de cette crise sanitaire pourront servir à faire avancer les choses comme ça a été le cas lors des attaques terroristes de 2015, par exemple ?
La coopération publique-privée en matière de sécurité, elle a une histoire. Et son histoire, c'est, en tout cas pour l'histoire la plus récente, depuis une trentaine d'années, c'est l'histoire d'un rapprochement entre les secteurs publics et privés. Pendant 200 ans, de la fin de la Révolution française au début des années 90, ces deux mondes ont évolué de façon hermétique, de façon séparée. C'était un choix politique. La France, contrairement à d'autres États, avait fait le choix d'une organisation très centralisée, très étatisée, dans laquelle on ne partageait pas le monopole de la violence physique légitime, et donc on ne partageait pas non plus le monopole de la sécurité publique. Puis, à partir des années 90, les deux mondes ont été amenés à se rapprocher à la faveur d'une série d'événements. Et parmi ces événements, il y a notamment des accélérateurs. Alors, vous citiez les attentats terroristes de l'année 2015, et notamment ceux du 13 novembre. Oui, c'est un accélérateur. Je crois que le 13 novembre, personne s'y était préparé. En tout cas, personne n'avait pu imaginer qu'une attaque terroriste d'une telle ampleur allait frapper la France dans ces circonstances-là et dans cette configuration-là. Et le jour d'après, ou le jour d'après, que se passe-t-il? Bien, on voit que beaucoup des directeurs sûreté ont besoin de renforcer les dispositifs de sécurité. Donc, il y a un appel d'air très fort en faveur de la sécurité privée, et dans le même temps, les acteurs publics qui se rendent compte qu'eux-mêmes n'arriveront pas à sécuriser tous les événements publics, tous les bâtiments publics, tous les sites sensibles, sans le recours à la sécurité privée. Et donc, il y a un accélérateur de cette coopération. Probablement que les deux mondes publics et privés auraient mis du temps à se rapprocher autrement. Bien là, ce rapprochement s'est beaucoup accéléré. Alors maintenant, le Covid. Oui, c'est aussi une forme d'accélérateur. Alors c'est peut-être d'abord un révélateur des dysfonctionnements, on en a parlé tout à l'heure. Un accélérateur probablement parce que la mise à jour de ces dysfonctionnements prouvera au moins une chose, qui est que on ne peut plus faire sans une coopération forte entre les deux mondes. Je crois que le principe de la coopération n'est plus vraiment contesté, et tout le monde s'accorde à peu près à dire que public et privé en matière de sécurité doivent travailler ensemble. Ce qui reste à définir, ce sont les modalités de cette coopération. Et ça, j'y consacre un livre à paraître début juillet aux éditions Hermann. Très bien. Alors, un livre blanc est en cours de préparation au ministère de l'Intérieur. À quelles questions devra-t-il répondre selon vous? Ou plutôt, quelles sont les attentes par rapport à cette feuille de route? Les attentes, il y en a beaucoup. Je pense que les premières réponses, c'est assez philosophique, mais je crois que c'est les réponses aux quêtes de sens. Il y a des quêtes de sens. Alors, quête de sens, sens compris comme d'abord une signification. Je crois que les différents acteurs du continuum de sécurité nationale, sécurité privée, les policiers municipaux, les policiers nationaux, les gendarmes, attendent tous qu'on leur dise très précisément ce que ça veut dire, en fait, être policier, gendarme, policier municipal, agent de sécurité privée en 2020 et pour les années à venir. Il y a ce besoin de savoir précisément où on se positionne sur ce continuum et ce que cela implique et ce que l'on fait réellement et à quelle politique publique de sécurité on contribue. Mais la quête de sens, c'est aussi le sens comme orientation, comme direction. Et ce que doit faire le ministère de l'Intérieur à travers ce livre blanc, c'est aussi tracer des perspectives, c'est désigner un cap, fixer un chemin. Quand je disais des acteurs s'interrogent collectivement sur ce que signifie leur action, ils s'interrogent aussi sur la politique publique de sécurité qui représente la somme de toutes ces actions au quotidien, de toutes ces missions. Et c'est la raison pour laquelle le livre blanc il doit d'abord fixer cette orientation, cette feuille de route. En clair, il doit répondre à des questions très simples. C'est qui fait quoi, comment, pour combien et sous quel contrôle. On cite souvent ces questions, mais c'est des questions de bon sens. Ça n'a pas encore été parfaitement tranché. Et donc, le principal risque, c'est que si le livre blanc ne tranche pas cela, comme il cristallise des attentes très fortes et des attentes qui sont un peu les attentes de tout le monde, le risque corollaire, c'est de décevoir tout le monde.
Et naturellement, je ne souhaite pas que ce soit un livre blanc déceptif ou qu'il soit considéré comme un simple exercice de style. Pour que ce ne soit pas le cas, eh bien, il faudrait que le livre blanc soit suivi d'une loi, notamment une loi de programmation qui nous est annoncée par le ministre depuis maintenant plus d'1 an et demi. Sinon, s'il n'y a pas cette loi de programmation, bien, le seul moment où on parlera programmation, ce sera peut-être dans les programmes, mais dans les programmes des candidats pour l'élection présidentielle de 2022, et ça voudrait dire que cette législature aurait été une législature perdue. Et pour le ministère de l'Intérieur, ça, je ne peux m'y résoudre. Un grand merci vraiment, Monsieur Fard, pour votre témoignage. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site web de Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous vendredi pour un nouveau podcast et en attendant, portez-vous bien.